Ouais. Bonjour à toutes et à tous les camarades. L'idée c'est de se lancer dans ce topo sur l'histoire du Front National. Il y aura ensuite un petit débat après l'introduction. Donc voilà, on peut se lancer. Donc ce 21 février, Jordan Bardella participait à la conférence des conservateurs américains à Washington. Dans cette conférence, Steve Bannon, qui est un ancien conseiller de Trump, a fait un salut nazi. Donc suite à ça, Bardella il a annulé sa prise de parole. Donc on voit dans cet exemple que le FN il veut s'associer à l'extrême droite outrancière de Trump, mais il n'est pas prêt à en accepter tous les codes. Depuis plusieurs décennies, l'extrême droite veut se rendre respectable auprès de la bourgeoisie et de son électorat, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc le RN, qui était groupusculaire à ses débuts en tant que FN, s'est hissé dans le paysage politique et a monté au point de se revendiquer en 2024 première force politique du pays. Pourquoi ça ? Parce qu'aux dernières législatives, le RN et ses alliés obtiennent un score historique de plus de 9,3 millions de voix au premier tour, plus d'1 million de plus que le NFP. Le RN était écarté des institutions pour l'instant par les partis classiques de la gauche et de la droite. Ça se faisait avec diverses manœuvres, comme par exemple le barrage républicain ou encore le scrutin majoritaire. Mais on voit que ça fonctionne de moins en moins, parce que le RN a aujourd'hui 143 sièges à l'Assemblée nationale et une place au second tour des élections présidentielles de 2002 et plus récemment en 2017 et en 2022. Donc le FN porte une idéologie qui est réactionnaire, nationaliste, raciste et xénophobe. Donc ça, c'est des constantes, mais dans ces constantes, le discours évolue au fil du temps et en fonction de ce qui va pouvoir l'arranger. Donc le FN, il était antisémite, libéral et draguait la petite bourgeoisie à ses débuts avec Jean-Marie Le Pen. Puis, quand Philippot a rejoint Le Pen, le FN devient étatiste, populiste et anti-euro. Et aujourd'hui, après avoir changé de nom afin d'essayer de se présenter comme plus respectable, le RN va combiner la ligne de Marine Le Pen et celle des identitaires comme Bardella. Donc Marine Le Pen, elle est étatiste, démagogue sociale, mais seulement auprès des Français. Alors que Bardella, lui, il est plus libéral, comme on peut le voir dans sa vision des retraites, 64 ans et pas avant. Le programme du RN évolue régulièrement, mais il garde quand même une constante qui est il est au service du grand patronat. Ils ont une image anti-système et des propositions démagogiques, mais tout ça, c'est que de l'affichage électoral. L'extrême droite au pouvoir, elle ne ressemble pas du tout à l'image qu'ils veulent se donner. Il suffit de regarder en Italie, en Argentine ou aux États-Unis, par exemple. Donc, conformément à ces promesses, dans ces pays-là, l'extrême droite, elle brutalise bien effectivement les immigrés, mais en revanche, elle résout absolument pas les problèmes des travailleurs. Donc, si on en parle aujourd'hui, c'est pouvoir combattre cette montée de l'extrême droite et de ses idées en comprenant ce qu'il a produit. Donc pour ça, il faut savoir différencier le FN du fascisme, parce que la politique à mener face à ces deux dangers, c'est pas exactement la même. Et c'est important de comprendre le rôle de la gauche institutionnelle et son adaptation aux idées d'extrême droite. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui est important, puisque la question de l'extrême droite, et notamment donc du RN, elle inquiète à raison une large partie des travailleurs et aussi de la jeunesse qui est révoltée. Donc là, on va se concentrer sur une analyse de l'extrême droite plutôt en France et non pas à l'international. Ça va écarter certains termes ou certaines questions sur la montée de l'extrême droite dans le monde entier, mais on pourra en parler après dans la discussion à la fin. Donc Ajar va commencer par définir le FN et ses origines. Moi, je vais développer sur les trahisons de la gauche et la responsabilité des partis institutionnels, ainsi que l'évolution des stratégies du FN. Et Ajar, à nouveau, présentera ensuite les perspectives des communistes révolutionnaires et la politique qu'on a à mener face à l'extrême droite. Le Front National, en fait, il est connu. Je clipse ça. Moi, je peux porter. En fait, le Front National, il est connu pour avoir eu à sa tête un certain Jean-Marie Le Pen, voilà, député poujadiste à l'époque et tortionnaire durant la guerre d'Algérie. Pourtant, en fait, les origines du Front National, et c'est ça qui est un peu intéressant, en fait, il se résume pas seulement à la trajectoire de Jean-Marie Le Pen. Et pour comprendre la fondation du FN en 1972, je vais d'abord remonter à ce qu'est l'extrême droite, en fait, dans les années 60. En effet, au milieu des années 60, l'extrême droite française, elle est marginalisée, divisée en groupuscules ultra-violents, pétainistes pour l'Algérie française ou adeptes de la nostalgie nazie. Et ces groupes, ils doivent faire face à l'évolution du capitalisme qui en fait a modifié la nature des couches sociales intermédiaires, sapant ainsi les bases sociales d'un potentiel parti de type fasciste. La petite bourgeoisie traditionnelle, les artisans, les commerçants, en fait, elle s'est rétrécie quantitativement. Et l'évolution de l'État a multiplié le nombre de fonctionnaires et en a fait des employés de plus en plus proches des autres travailleurs. Le développement des services fait que les couches dites intermédiaires, en fait, elles sont majoritairement composées de salariés plus enclins à envisager la défense collective de leurs intérêts plus que ne le sont les petits patrons.
Le milieu étudiant, qui à l'époque représentait une élite et qui avait été qui avait été une des cibles privilégiées pour les groupes d'extrême droite, en fait, il connaît une massification. L'enseignement supérieur, il devient de plus en plus accessible à des jeunes issus de familles un peu moins favorisées. Et dans les années 60, c'est le théâtre surtout de mobilisations collectives contre des plans gouvernementaux, contre des réformes. Et ce sont les organisations de la gauche réformiste ou révolutionnaire qui se construisent dans les universités. Et puis surtout, la relative prospérité de cette époque éloigne du fascisme sa clientèle potentielle. À part lors des crises ponctuelles, la classe dirigeante, elle n'a pas besoin de troupes de choc. C'est cette situation difficile pour l'extrême droite qui va mener certains de ces dirigeants à s'adapter en remettant en cause la stratégie de construction d'un parti fasciste de masse, et cela au profit d'un parti de rassemblement des droites à visée électorale. Et c'est donc dans la perspective des législatives de 1973 que l'Ordre nouveau entreprend à partir de la fin 71 de constituer un rassemblement de la droite nationale, allant des anciens poujadistes, qui est en gros des petits bourgeois, artisans, commerçants, aux franges pétainistes ou néo-nazis les plus extrêmes. Le nouveau parti s'appelle Front National pour l'Unité Française, puis après plus simplement le Front National, et il est officiellement fondé le 5 octobre 1972. Les dirigeants d'Ordre Nouveau, en fait, ils s'inspirent essentiellement du modèle du MSI, qui est un parti néofasciste italien fondé en 1946 par des proches de Mussolini, qui vient alors de fusionner avec les monarchistes et d'adopter une ligne de droite nationale. Le MSI à cette époque-là, c'est le parti le plus puissant de l'extrême droite européen. L'Ordre Nouveau, c'est le principal mouvement impliqué dans la constitution du FN, mais il y a d'autres groupes d'origines diverses qui sont également partie prenante. On retrouve dans ses fondateurs Pierre Bousquet, qui est un ancien Waffen-SS au sein de la division Charlemagne, et qui deviendra le premier trésorier du Front National, Léon Gauthier, également ancien Waffen-SS, Roger Alindre, qui est membre de l'OAS, organisation armée secrète, qui est une organisation qui a fait des attentats pendant la guerre d'Algérie, et Alain Robert, du groupe Union Défense, le GUD, qui est une tendance nationaliste révolutionnaire. Jean-Marie Le Pen, en fait, il joue un rôle qui est tout à fait secondaire dans la création du FN, mais il est proposé à la présidence du Front National pour lui assurer une certaine respectabilité nécessaire à l'entrée dans la scène électorale. En fait, il présente l'avantage d'être une vieille connaissance de l'extrême droite, notamment autour des combats pour l'Algérie française et des succès électoraux du populisme dans les années 1950, sans être tout à fait assimilé non plus aux aventures des divers groupuscules néo-nazis violents. Mais ce regroupement des forces de l'extrême droite, il ne leur permet pas pour autant d'avancer réellement sur la scène électorale. Les élections législatives de 1973, c'est en réalité un échec cuisant pour l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen, il avait annoncé 400 candidats. Finalement, ils peuvent en présenter que 105 et ils font un score assez ridicule de 1,3% au niveau national. Suite à cet échec, une partie de la direction du Front National décide de prendre de la distance avec les dirigeants de l'Ordre Nouveau et provoque une scission, qui est d'autant plus facilitée par la dissolution d'Ordre Nouveau par le gouvernement une semaine après la nuit d'affrontement avec la Ligue communiste révolutionnaire, qui sera également dissoute, et les flics entre les deux. Amputés d'un bout important de leur base militante issue d'Ordre Nouveau et affaiblis par une scission dont est issu un nouveau parti d'extrême droite concurrent qui s'appelle le Parti des Forces Nouvelles, le Front National, en fait, il récolte que 0,75% aux élections présidentielles de 1974. Mais la présence de Jean-Marie Le Pen aux élections en tant que candidat, ça donne une certaine légitimité au Front National comme étant le parti d'extrême droite française et fait disparaître petit à petit l'autre parti dont on vient de parler, qui est le Parti des Forces Nouvelles. Le FN, en fait, il continue à enchaîner des défaites électorales cuisantes en ne réussissant même pas à se présenter aux élections présidentielles de 81, faute de parrainage, vous savez, il faut avoir des parrainages des maires, et en reculant aux élections législatives avec un score de 0,18%. Mais à peine 5 ans de gouvernement de gauche plus tard, le FN il est monté à 9,65% et s'installe durablement dans le paysage politique. Mais j'essaierai Lucie de revenir plus tard sur la raison de cette montée électorale. Et ça pour faire un petit bond dans le temps, pour s'intéresser à ce qu'est actuellement le Front National, renommé Rassemblement National. Au premier tour des élections législatives 2024, le RN y remporte 10,6 millions de voix. Alors on est bien loin des 108 000 voix que le parti d'extrême droite il faisait il y a 50 ans. Cette percée électorale, elle inquiète largement, et a raison, dans la jeunesse et pas que. L'élection de Donald Trump aux États-Unis et les gouvernements d'extrême droite au pouvoir en Europe, en fait, ils renforcent cette inquiétude bien légitime de notre camp social. Et dans ce contexte, on entend souvent la percée du RN décrite comme une montée du fascisme en France. On pense que c'est important donc de définir ce qu'est le fascisme et surtout ce qu'il n'est pas. Dans les années 1920 et 1930, en Italie et en Allemagne, le fascisme et le nazisme ont détruit le mouvement ouvrier, interdit ses organisations et actions, supprimé le pluralisme politique, les élections, les libertés individuelles et ont fait régner la terreur. Et ça par la police politique, le contrôle de l'information, la propagande, la traque des opposants et opposantes, la prison ou les camps de concentration. Les nazis ont déclenché la guerre la plus meurtrière et organisé le plus grand génocide de l'histoire.
Il est essentiel de comprendre que le fascisme, c'est le dernier recours de la bourgeoisie lorsqu'elle rencontre une situation de crise économique extrême et qu'elle a besoin d'écraser le mouvement ouvrier organisé pour continuer à générer plus de profits. Elle y a recours qu'en fait elle n'est plus capable de gouverner par les moyens habituels de la démocratie parlementaire. Par exemple, l'Italie et l'Allemagne des années 20 et 30 ont vu leur économie s'effondrer après la Première Guerre mondiale avec une paupérisation massive de la petite bourgeoisie. En même temps, le mouvement ouvrier il connaît des sursauts révolutionnaires et il cherche à remettre en question le pouvoir de cette bourgeoisie. La bourgeoisie, pour protéger ses intérêts et rétablir l'ordre social, a s'appuyé sur les milices fascistes pour écraser physiquement et politiquement la classe ouvrière organisée, comme on a pu le voir en Italie et en Allemagne avec les chemises noires de Mussolini qui étaient 700 000 en 1922 et les chemises brunes nazies qui étaient 2,9 millions en 1934. Dans ces pays, alors affaiblis par leur défaite après la guerre, ces mouvements fascistes qui exaltent le peuple, le nationalisme et qui dénoncent le capitalisme financier international, avec derrière évidemment l'image profondément antisémite du financier juif, en fait ça rencontre un écho auprès d'une partie particulière de la société allemande et italienne. Tout d'abord la petite bourgeoisie, paupérisée, composée de petits commerçants, artisans, paysans ruinés et fonctionnaires déclassés, qui voient dans le fascisme une solution à leur déclassement social et une manière de combattre le grand capital qui les concurrence. Ensuite, il y a les anciens combattants et officiers déçus, cherchant à retrouver leur statut perdu après la guerre. Et enfin, les franges radicalisées de la bourgeoisie, qui utilisent les milices fascistes pour briser les grèves et terroriser les militants ouvriers. Ces classes, en fait, elles vouent une haine particulière au régime démocratique parce qu'elles les rattachent à l'humiliation de l'après-guerre et à la dégradation de leur situation économique. Cette haine, elle est aussi dirigée contre le mouvement ouvrier qui, en plus de son internationalisme, entend mettre le pouvoir dans les mains du prolétariat et non redonner une place centrale à la petite bourgeoisie. Trotsky, il a analysé le national-socialisme comme l'expression politique du désespoir des classes moyennes, des petits commerçants, artisans, paysans ruinés, d'une partie du prolétariat au chômage, des fonctionnaires et anciens officiers de la Grande Guerre qui portent toujours leur décoration mais qui ne touchent plus leur solde, des employés de bureaux qui ont fermé, des comptables des banques en faillite, des ingénieurs sans emploi, des journalistes sans traitement ni perspective, des médecins dont les clients sont toujours malades mais ne savent pas comment les payer. Voilà comment Trotsky décrit les masses sur lesquelles s'appuie le nazisme. Le choix de la bourgeoisie de remettre son sort dans les mains du nazisme pour écraser la classe ouvrière en s'appuyant sur les masses de petits bourgeois déchaînés s'affirme au cours des années de développement de la crise. Et ça car ces profits, en fait, ils tombent de manière catastrophique. De plus en plus de propriétaires terriens, puis d'industriels et de banques apportent leur financement au Parti national fasciste italien et au Parti national socialiste allemand, parti nazi. L'enjeu pour la bourgeoisie, c'est la relance de ses profits. Et pour cela, elle a besoin de mettre en place une politique de destruction du mouvement ouvrier organisé qui s'oppose à l'exploitation effrénée qu'elle a besoin de mettre en place pour générer des profits. Cette politique, c'est le parti fasciste de masse et ses formations terroristes paramilitaires qui permettent de la mettre en place. Et cette compréhension de ce qu'est le fascisme, de son utilité politique pour la bourgeoisie, de sa structuration, de sa base sociale, en fait, ça permet sans équivoque de dire que le Rassemblement national aujourd'hui, c'est pas un parti fasciste. Et on dit ça sans minimiser évidemment le danger que l'extrême droite parlementaire constitue, ainsi que la diffusion des idées réactionnaires dans la société, mais il est essentiel de comprendre la différence que ça constitue, tant dans l'analyse que dans la stratégie qui en découle pour lutter contre l'extrême droite. En effet, si le Rassemblement national il reste le premier parti d'extrême droite et qui dispose d'élus, d'une visibilité médiatique, de moyens financiers, en fait il n'existe pas en France de parti fasciste de masse comparable au NSDAP en Allemagne. Vous vous rappelez du nom qu'on a dit, 2,9 millions de chemises de milices armées, c'est très loin de ce qu'est le Rassemblement national. À l'époque, ils contrôlaient les quartiers, des villes entières, ils attaquaient des piquets de grève, des locaux syndicaux, des foyers de travailleurs immigrés. En fait, recueillir des voix aux élections, ça ne crée pas un mouvement de masse. Voter, c'est pas se mobiliser sur le terrain. Le Rassemblement national, c'est pas un parti de masse, c'est-à-dire de militants organisés, armés et prêts à s'attaquer au mouvement ouvrier, mais c'est un parti électoraliste recueillant beaucoup de voix et évidemment que c'est inquiétant. De plus, le RN, il se caractérise par une absence de milices armées et paramilitaires, bien que lié historiquement à certains groupes violents de l'extrême droite qu'on a cités un peu plus tôt. Aujourd'hui, il n'a ni la capacité, ni comme stratégie politique d'organiser une violence de masse contre le mouvement ouvrier. Et pour finir, la bourgeoisie française, elle n'a pas besoin d'écraser le mouvement ouvrier, d'en finir avec la négociation sociale, la liberté d'expression et d'organisation. Macron, il se charge très bien de la répression des manifestations et des grèves tout seul. L'extrême droite, elle est utile pour canaliser la colère, diviser les opprimés, les travailleurs, les réprimer davantage. Mais ça, c'est pas le fascisme. Évidemment, les succès électoraux de l'extrême droite parlementaire, ils donnent confiance à des groupuscules fascistes en France, mais ils restent extrêmement faibles. En 2022, répartis dans toute la France, on compte 1300 militants fichés S d'extrême droite. Un nombre très loin d'être à l'image d'un parti fasciste. Depuis, ces militants, ils n'ont même pas de direction commune. Il s'agit d'une multitude de groupes aux idéologies différentes,
nationalistes, pro-européennes, catho-intégristes, royalistes, nationalistes révolutionnaires. Et en fait, souvent, ils ont des relations plutôt conflictuelles, comme c'est le cas, par exemple, sur nos facs, entre la cocarde étudiante et le GUD dans les universités. Et finalement, ces groupuscules fascisants, ils sont très loin d'avoir le soutien de la bourgeoisie ou de l'État. Des Retailleau ou des Darmanin, qui pourtant partagent une certaine proximité idéologique avec eux, ils ont fait le choix de ne pas les soutenir. Comme on a pu le voir avec la dissolution des Zouaves en 2022. Plus récemment, c'est Marc de Cacré, qui est le dirigeant du GUD, qui a été condamné pour violence contre les militants de SOS Racisme durant le meeting de Zemmour à 18 mois de prison, 9 en détention domiciliaire, donc avec un petit bracelet chez lui, et 9 avec sursis. Évidemment, il ne faut pas relativiser la prise de confiance de l'extrême droite. Voilà, on l'a vu au 8 mars avec la présence de Némésis qui a voulu faire la manifestation. On le voit avec le GUD dans nos universités, etc. etc. Mais il ne faut pas non plus surestimer cette prise de confiance de l'extrême droite et ce qu'elle signifie. Donc, moi, je vais parler de comment l'extrême droite se construit. La politique des partis de gauche a une grande responsabilité dans la montée du FN et de l'extrême droite d'ailleurs en général, par leurs nombreuses trahisons envers les travailleurs. Donc ce mot de trahison, il ne reflète pas notre point de vue, parce que nous, on ne croit pas en ces promesses de la gauche institutionnelle. Mais par contre, c'est une vision qui est partagée par une partie de l'électorat qui est déçue ou qui n'y croit plus, et qui cherche donc d'autres perspectives. Donc je vais commencer sous Mitterrand en 1980, où justement la France compte 1,5 million de chômeurs. Donc là, c'est énorme pour l'époque, et c'est surtout dévastateur pour les classes populaires, puisque c'est combiné en plus à plus de 10% d'inflation annuelle. Mitterrand, il a la majorité à l'Assemblée, et malgré l'inflation, il met en place le blocage des salaires, des augmentations de taxes d'au moins 20% sur des produits qui ne sont pas très importants, comme l'électricité ou le gaz. Il fait aussi d'innombrables cadeaux au patronat, comme l'aide au développement, à l'investissement dans la recherche ou à la transition écologique, mais dans les entreprises, bien sûr. Donc à ce moment-là, il y a eu 500 000 licenciements dans la sidérurgie en 2 ans, ce qui va créer évidemment des révoltes ouvrières, mais qui seront durement réprimées. À ce moment-là, la politique étrangère, avec les colonies, est la même que celle de la droite, c'est-à-dire la continuation de la France-Afrique pour conserver la mainmise sur la politique et les ressources, bien sûr. En Kanaki, le peuple kanak qui protestait contre les élections mises en place par les Français est violemment réprimé aussi. En France, en 1986, il y avait 2,5 millions de chômeurs, ce qui montre bien l'efficacité de la politique du gouvernement Mitterrand, 1 million de chômeurs en plus en 5 ans. Donc, ce chômage endémique, qui est couplé du coup à de la misère, ça devient un terreau pour des idées racistes nauséabondes que le FN a utilisées dans son programme anti-immigration, en désignant les immigrés comme les responsables du chômage. Donc, pour répandre ce discours dégueulasse, le FN est tristement aidé par le PCF, par la voix de son secrétaire général Georges Marchais, qui défendait l'arrêt de l'immigration tant que le problème du chômage ne serait pas réglé, comme si les licenciements étaient de la faute des immigrés. Et à Vitry, le maire PCF va jusqu'à faire détruire un foyer d'immigrés au bulldozer le matin du 24 décembre 80. Donc durant ces 2 mandats, Mitterrand et la gauche reprennent les thèmes de l'extrême droite, ce qui participe à la normalisation de celle-ci. Donc ça se voit avec leur politique autour de l'immigration, qui est bien résumée par Rocard, qui est le Premier ministre en 89, et qui déclare que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc cette phrase, elle est utilisée peu de temps après l'expulsion d'une centaine de Maliens, et peu de temps après la loi Pasca-Debré, qui facilite les expulsions. Une semaine plus tard encore, Mitterrand nous affirme que le seuil de tolérance de la France à propos de l'immigration a été atteint dans les années 70. Donc c'est dans le contexte de la gauche au pouvoir que le FN connaît ses premiers succès. Alors que le FN n'avait récolté que 0,18% des voix en 81, il réalise une percée aux européennes de 84 et récolte 11% des suffrages. Donc les idées anti-immigrées du FN profitent bien sûr à la bourgeoisie, puisque ça dirige la colère des travailleurs vers une politique crasse. Cette politique, elle a pour but que de semer le racisme, la xénophobie et la division entre ouvriers français et ouvriers immigrés. Elle cherche à protéger les vrais responsables, qui sont les patrons et le gouvernement à leur service. Cette politique anti-immigrée, c'est pas Le Pen qui l'a inventée. Cependant, il a quand même beaucoup porté et ça a eu une influence énorme sur d'autres partis et hommes politiques, même de gauche institutionnelle d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est impossible d'entendre un débat politique ou un programme qui ne parle pas du problème de l'immigration, et notamment du travail des immigrés. Donc ça se retrouve jusqu'à un point, aujourd'hui, Roussel nous parle de frontières passoires, et que même Mélenchon dit que les travailleurs détachés volent le pain des Français. Donc de la gauche radicale à l'extrême droite, tout le monde est d'accord pour produire français, et favoriser donc les patrons français face à la concurrence chinoise, en tout cas en ce moment en particulier. Donc au lieu de combattre l'extrême droite, la gauche s'y adapte.
Donc après le PS des années 80, on retrouve une alternance de gouvernement entre la victoire de la droite aux législatives de 86, ce qui va mener à une cohabitation Mitterrand-Chirac, la victoire ensuite écrasante de la droite en 93, qui sera rapidement suivie par l'élection de Chirac en 95, puis la victoire de la gauche avec Jospin en 97, ce qui va mener là aussi à une cohabitation, Chirac-Jospin cette fois-ci. Donc lors de ces cohabitations, la gauche et la droite s'entendent assez bien, et leur proximité politique va éclater au grand jour. La gauche résiste pas ou peu aux attaques de la droite contre les ouvriers, et même parfois elle va la précéder. La droite, quand elle s'installe donc en 93, elle n'a pas une politique différente de celle du gouvernement socialiste à proposer face au chômage. La gauche et la droite tiennent le même discours sur la nécessité d'accorder aux patrons plus de dégrèvements fiscaux et plus de passe-droit sur les cotisations sociales, ce qui va les inciter à embaucher. Donc cette proximité révélée à ce moment-là entre la gauche et la droite va jouer en la faveur de l'extrême droite parce que ça va lui permettre de se poser comme la seule alternative anti-système. Cette cohabitation, elle prouve aussi que les institutions sont capables de fonctionner sans dommage pour la bourgeoisie, ni même pour la continuité politique et sociale, dans tous les cas de figure. Ainsi, entre 86 et 97, le FN va passer de 9% à 15% des voix. Donc, pendant cette période, les gouvernements successifs ne font rien contre les nombreux licenciements et se montrent incapables de lutter contre le chômage. Donc pour illustrer ça, en 86, le contrôle administratif des licenciements est supprimé. En 82, 10% des ménages sont touchés par le chômage et ils sont 15% en 98. Donc pour avoir des chiffres peut-être un petit peu plus parlants, en 99, il y a 3 215 800 chômeurs en France. Donc en 97, la gauche plurielle va gagner les législatives. Donc cette gauche plurielle, c'est l'alliance des partis de gauche entre 97 et 2002, qui va comprendre le PC, le PS, les Verts, le Parti radical de gauche et le Mouvement des citoyens. Cette alliance, elle a été créée rapidement à l'annonce des législatives qui se déroulent 1 an plus tôt que prévu. Donc cette alliance qui est hâtive, elle se fait sans programme commun et le PC n'a même pas poussé à reprendre certaines de ses revendications. Donc là, du coup, c'est juste un cadeau pour Jospin, puisque le PC va servir de caution ouvrière et lui servir de majorité qu'il n'aurait pas eu si le PC ne s'était pas allié à lui. Donc la gauche au pouvoir, elle va nourrir l'augmentation de la bourse, mais comme on pouvait s'y attendre, elle n'aura rien apporté aux travailleurs. Donc on peut citer dans ses pires mesures la facilitation de l'expulsion des migrants en fixant la durée de rétention à 12 jours, l'inaction face à de nombreux licenciements comme les 10% d'effectifs en moins chez Michelin en 96 et 97, ça me rappelle quelque chose de plus actuel, ou encore le fait que Jospin, c'est le premier ministre qui a le plus privatisé de la Ve République et qu'il a validé 20 000 licenciements dans l'automobile en 99, pour ne citer que. Jospin, il avait également parlé de créer des emplois jeunes qui devaient permettre aux jeunes travailleurs de sortir de la précarité et du chômage. Donc ça devait se faire sur 5 ans et il promettait la création de 350 000 emplois. Au final, ça a juste été un sursis pour 200 000 jeunes qui se retrouvent à nouveau au chômage puisque ces emplois créés ne sont juste pas renouvelés. Donc au terme de ces 5 ans, un jeune peu qualifié sur 5 était au chômage. Promesse donc non tenue. Le FN va utiliser ces mesures anti-ouvrières comme preuve que la gauche fait partie d'un système corrompu. Et alors cet argument du système corrompu, Jean-Marie Le Pen il va l'utiliser régulièrement et il va dénoncer le nombre d'affaires judiciaires et de condamnations des politiques. Ce qui est quand même très ironique aujourd'hui quand on connaît le nombre d'affaires que collectionne Marine Le Pen. Donc détournement de fonds publics, emploi fictif ou encore sous-évaluation du patrimoine. Pour en revenir à Jean-Marie Le Pen, lui il va se placer comme en rupture avec le système et donc capable de mettre en place bien sûr des politiques pour baisser le taux de chômage, faire diminuer l'inflation ou augmenter le pouvoir d'achat. Alors pourquoi il fait ça ? Parce que même si au départ le FN cherchait plutôt à s'adresser aux petits bourgeois, là à ce moment-là ils sont en train d'étendre leur public cible. L'écœurement général créé par la politique menée à l'époque va prouver qu'ils sont capables de s'adresser à une autre partie de la population, les ouvriers et notamment les chômeurs. Donc Le Pen, qui décrivait auparavant la grève comme archaïque ou un suicide organisé de notre économie, il va faire un virage à 180 degrés dans ses prises de parole. Et en 96, il va saluer la longue lutte des travailleurs et des syndicats. Et il va décrire la grève comme une protestation passionnée. Donc Le Pen, qui pareil, de base était pour la suppression des droits de grève et du SMIC, il va se mettre à défendre le SMIC à 7 000 francs bruts. Bon, pour les travailleurs français, il ne faut pas non plus exagérer.
Donc cette image ouvrière que veut se donner le FN va chercher à étendre sa base électorale. Mais dans les faits, le Front National reste quand même hostile aux travailleurs et encore plus à leur lutte et leurs organisations. Il est contre l'abaissement de l'âge de la retraite en 97. Il veut abaisser le coût du travail pour les entreprises et il veut carrément supprimer l'impôt sur le revenu. Donc le FN tente à ce moment-là de s'impliquer dans les entreprises, même en créant des syndicats. Évidemment, ceux-ci sont quand même pas très bien reçus dans la classe ouvrière, mais ils se font quand même une certaine place dans les transports. Par contre, sans surprise, ils vont bien s'implanter chez les flics ou chez les gardiens de prison. Donc, dans ce contexte-là, la gauche institutionnelle, elle réagit que trop peu, voire pas du tout. En plus, à cause de ces politiques pro-patronales dont j'ai parlé donc juste avant, avec le chômage et la misère qui se sont bien installés, elle va perdre des électeurs. C'est-à-dire que le PS récolte de moins en moins de voix. Il va passer de 25,5% en 97. Il est passé justement de 31% en 86 à 25,5% en 97. Et le PC, lui, il va dégringoler encore plus. Il a 9,91% de voix en 97 par rapport à des scores autour de 20% dans les années 70. Pendant ce temps, lui, le FN, il progresse et il monte jusqu'à 15%. Donc les électeurs de gauche sont dégoûtés et le FN s'en frotte les mains. En 2002, pour la première fois dans l'histoire du FN, Jean-Marie Le Pen il est au second tour des présidentielles face à Chirac. Alors là, la réaction des partis institutionnels, c'est d'appeler au barrage contre l'extrême droite et donc au vote utile pour Chirac. À ce moment-là, un des reproches qui a été fait à l'extrême gauche avec Lutte ouvrière et la LCR, c'est la multiplicité des candidatures de gauche qui auraient apparemment divisé l'électorat de gauche. Pourtant, c'est pas la multiplicité des candidatures qui a fait monter le FN en 2002, mais c'est bien la politique de Jospin pendant son mandat. En effet, il a été 5 ans Premier ministre sans répondre aux intérêts des travailleurs, même au contraire. Il a même, par ses mesures anti-migrants, joué sur le terrain du FN, ce qui donne l'impression que ne pas accueillir les migrants, c'est la seule politique qui est possible. Et comme le dit lui-même Jean-Marie Le Pen, on va le citer, quand on parle comme Le Pen, les gens préfèrent l'original à la copie. Donc Jospin, il a été éliminé au premier tour des présidentielles de 2002, ce qui est la conséquence de toutes ces politiques. Donc, voter pour le candidat le moins pire, ça n'empêche pas le FN de répandre ses idées à l'Assemblée nationale ou dans les médias. Ça ne l'empêche pas non plus de se représenter la fois suivante avec un score qui va gonfler encore par l'écœurement que causent les politiques gouvernementales. Et ça n'empêche pas le gouvernement barrage de mener des politiques d'extrême droite, bien au contraire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rejeter quand même la politique du grand patronat sous toutes ses formes, que ce soit de Jospin à Le Pen en passant par Chirac en 2002, mais aussi de Mélenchon à Le Pen à nouveau, en passant par Macron aujourd'hui. Donc, appeler à voter à droite, même si c'est contre l'extrême droite, ça sous-entend cautionner sa politique passée et à venir, réactionnaire, qui est une attaque sur les travailleurs, sur les salaires, les retraites, le service public, etc. Appeler à voter à droite, c'est quelque part sous-entendre que la droite serait du bon côté de la barricade face à l'extrême droite. Et pourtant, c'est bien ce qu'a fait le NFP en appelant à voter Borne et Darmanin contre l'extrême droite au deuxième tour des dernières présidentielles, comme si ce n'étaient pas les premiers à avoir fait monter leur politique pendant 7 ans. Donc faire barrage, c'est légitimer et justifier les lois répressives, xénophobes et anti-ouvrières que mettrait en place le gouvernement barrage. Donc faire barrage par la droite, ça nous paraît impensable. Mais faire barrage par la gauche institutionnelle, c'est tout de même pas une solution non plus. C'est quand même pas la même chose. La gauche, elle fait au moins semblant de proposer des mesures sociales, comme le SMIC à 1600 ou la retraite à 60 ans. Mais comme on en a parlé juste avant, cette gauche au pouvoir, elle mène qu'à plus de trahison et donc plus d'engrais pour l'extrême droite. De plus, l'extrême droite et la droite, c'est pas vraiment des camps bien distincts. Les cadres du Front National sont nombreux à être passés ou à passer après vers l'UDF, le RPR. Le RPR, un parti de droite gaulliste, qui sera ensuite dissous dans l'UMP. Donc ça, c'est le cas par exemple de Gérard Longuet. C'est celui qui a écrit le premier programme économique du FN. Alors, il va d'abord faire partie de l'UDF, parti de droite, puis de l'UMP, et donc en passant par le FN pour écrire son programme. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la droite et l'extrême droite, ils ne sont pas séparés de manière imperméable, mais plutôt qu'ils sont dans une continuité, que ce soit au niveau des membres du parti ou de la politique menée. Donc pour ça, on peut citer Giscard d'Estaing, qui parle de mettre en place une loi du sang, c'est-à-dire que pour avoir la nationalité française, ça se fait que par filiation et rien d'autre. La droite et l'extrême droite sont aussi dans une continuité des idées, parce que selon les opportunités et selon le contexte, leurs discours se valent et s'échangent. On le voit bien avec Chirac, par exemple. Lui, il s'est hissé au pouvoir
en se dressant en droite dure contre le laxisme de Giscard d'Estaing, en cherchant à plaire à l'électorat raciste et xénophobe. Et pour faire ça, il parle des bruits et des odeurs des immigrés dans les HLM. Donc, la présence de Le Pen au second tour, elle va plutôt, en 2002, témoigner de l'effondrement du PS et du PC, plus que de la montée de l'extrême droite. Parce que le FN il va gagner un peu moins de 2% entre les élections de 1995 et celles de 2002. Par contre, le PS perd plus de 7% des voix entre 1995, où là il fait 23%, et 2002, où là il fait 16%. Et le PC en perd plus de 5, 8%, 8,6% contre 3,3%. Sachant que Mitterrand faisait 34 en 88, et je le répète, 20% pour le PC dans les années 70. Et donc, en faisant partie du gouvernement Jospin, le PC il a juste servi de caution ouvrière aux pires politiques, et donc il a perdu sa crédibilité, mais à juste titre. Alors ça ne veut pas dire que les ouvriers qui auparavant votaient PC ont été convaincus par le FN. C'est un petit peu plus compliqué que ça. En réalité, c'est plutôt que l'électorat ouvrier qui était de droite va passer à l'extrême droite et que l'électorat ouvrier qui était convaincu par le PC va plutôt passer à l'abstention ou rejoindre l'extrême gauche. Et d'ailleurs, ça se voit puisque Hello et la LCR, ils cumulent un score de 10% en 2022. Donc le mécontentement envers les partis réformistes, il ne profite pas qu'au FN, loin de là. Alors pour distraire de cet effondrement, pour ne pas avoir à répondre de leurs erreurs et cacher leurs responsabilités dans la montée de l'extrême droite, la gauche va brandir le FN comme un épouvantail. Et donc Chirac, il peut ensuite mettre en place des lois qui sont réac, avec le soutien de toute la gauche institutionnelle, même le PC. Donc ça c'est une logique de Chirac en 2002, mais c'est une logique qui est toujours utilisée aujourd'hui. Et alors jusqu'ici, le FN, il n'est absolument pas vu par la bourgeoisie comme un candidat approprié. Le Pen, il est plutôt considéré et traité comme un pestiféré. Il est peu invité dans les médias, il est sans cesse disqualifié. C'est le cordon sanitaire. La bourgeoisie, elle le juge trop outrancier, trop instable, trop peu fiable. Et ça, c'est un peu surprenant à entendre dans le contexte actuel, parce que l'extrême droite est aujourd'hui la bienvenue sur tous les plateaux, et la bourgeoisie mise de plus en plus sur elle en Europe et dans le monde. Mais à l'époque, la droite, elle réussit très bien cet objectif de protéger les patrons de la colère des ouvriers, et donc ils n'ont pas besoin de lui. Et c'est justement pour se défaire de ce traitement de pestiféré et donc occuper une place institutionnelle que, depuis que Marine Le Pen a remplacé son père à la tête du parti en 2011, elle tente de donner une image de parti respectable au FN. Donc sans changer le fond du programme quand même, mais elle veut laisser l'image du parti raciste dans le passé. Donc pour ça, par exemple, en 2018, le Front National devient Rassemblement National. Ça, c'est dans le but de s'adresser à une base électorale plus large, en essayant de se débarrasser et de contourner la méfiance que le terme FN peut inspirer. Ce processus de dédiabolisation, ça se fait aussi par les réseaux sociaux, avec par exemple Bardella sur TikTok qui veut s'adresser aux jeunes, et il est évidemment aidé par les médias en général. Mais cet ADN de trahison de la gauche, il ne s'arrête pas en 2002, puisque sous Hollande, on retrouve des horreurs comme la déchéance de nationalité, ou encore plus de 3000 Roms expulsés dans ses 3 premiers mois de mandat. Hollande, qui pourtant avait été élu contre Sarkozy, a mené une politique antisociale. L'exemple le plus parlant, c'est quand même celui de la loi travail, qui facilite les licenciements et permet aux entreprises d'augmenter les heures de travail des employés, entre autres. Hollande, il fait augmenter le nombre d'années à travailler avant la retraite, mais il ose quand même qualifier son quinquennat de satisfaisant. Et ça mène Marine Le Pen au second tour à la fin du quinquennat de Hollande. Alors ça ne veut pas dire que la gauche n'apprend pas de ses erreurs, mais ça veut plutôt dire que la gauche institutionnelle fait partie du même système que l'extrême droite et sert la même bourgeoisie. Alors ça se fait de manière différente, dans des contextes différents, mais dans tous les cas, la gauche cherche à protéger le capital, certes de manière plus douce et moins terrible pour les travailleurs. Et en réalité, même si les leaders de gauche le voulaient, ils seraient incapables de se servir du pouvoir d'État bourgeois pour mener des politiques en faveur des travailleurs. En se présentant comme des sauveurs pouvant se substituer aux luttes des travailleurs, la gauche désarme la classe ouvrière. Alors qui imagine sérieusement que l'exploitation capitaliste et le pouvoir des patrons pourraient être abolis par des votes à l'Assemblée nationale et qu'après que les expropriations soient faites, la police et les puissances impérialistes du monde entier ne fassent rien et laissent faire tranquillement. La seule force capable d'accomplir ces tâches, c'est la classe ouvrière, consciente et organisée, qui puisse compter sur tous les travailleurs, sur les travailleurs en tout cas de tous les pays. Et donc pour revenir au FN et à sa transition vers la
il a réussi à se séparer de ses courants les plus radicaux. Là, on pense bien sûr à Zemmour et à tous les cadres du RN qui sont partis derrière lui. Et pendant la campagne présidentielle de 2022, Zemmour, il était parfois annoncé jusqu'à 15-16% dans les sondages, ce qui arrive même devant Le Pen. Mais le RN n'a pas changé sa ligne et a finalement récolté 23% des voix, plus de 3 fois plus que Zemmour. Et aux législatives, le RN a refusé toute alliance avec Reconquête, qui donc n'a obtenu aucun député et est aujourd'hui très faible. Donc maintenant, on va parler des législatives récentes de 2024, qui sont déclenchées par la dissolution de l'Assemblée par Macron, et qui ouvre alors grand ouvert les portes au RN, qui venait de réaliser un score historique aux européennes. Donc à nouveau, le barrage au FN, ça a été qu'une farce. Le NFP, qui se prétend rempart contre l'extrême droite, reprend ses thèmes, comme le nationalisme par exemple. Donc aucun des partis qu'il compose, du PS à Mélenchon, ne se sont opposés à l'augmentation des budgets militaires en 2023, et donc à leur utilisation dans les colonies et les néocolonies. Le NFP, c'est pas non plus un allié des travailleurs. Dans la campagne des législatives, il promettait le SMIC à 1600, ce qui était déjà pas beaucoup. Mais peu après le scrutin, alors qu'elle essayait de séduire la bourgeoisie pour devenir première ministre, Lucie Castès, elle est revenue sur cette promesse et affirmait que l'augmentation du SMIC, c'était qu'un horizon. Donc les leaders du NFP, ils se disent héritiers du Front populaire de 1936. Alors ça, c'est un peu une drôle de référence, parce que les avancées sociales obtenues en 1936, comme la semaine de 40 heures ou les 2 premières semaines de congés payés, elles n'ont pas été conquises grâce au Front populaire, parce que c'était même pas dans leur programme. Non, comme toutes les avancées sociales dignes de ce nom, elles ont été obtenues par les luttes, par la grève générale, avec des occupations d'usines. Donc, tandis que les dirigeants du Front populaire ont pesé de tout leur poids pour faire reprendre le travail contre ces grèves. Donc face aux déceptions de la gauche qui font monter l'extrême droite, il est urgent de constituer un pôle des révolutionnaires avec les partis qui se présentent en indépendance de la gauche, Hello et d'autres, pour s'adresser plus clairement et plus largement à tous les travailleurs déçus par le réformisme et jusque-là sans alternative. Donc ce bloc, il doit être capable de rallier l'adhésion des travailleurs qui ont souffert de la politique anti-ouvrière menée par la gauche. Et les scores du FN, 31% en 2024, en juin 2024, sont alarmants quand même. Pour nous, les révolutionnaires, combattre l'extrême droite, c'est une tâche qui est prioritaire. Donc le succès de ses idées et son influence sont très inquiétantes pour la classe ouvrière, puisque sa politique divise les travailleurs et est au service du grand patronat, comme la droite ouvertement, ou la gauche plus hypocritement, avec des méthodes encore plus brutales et autoritaires que ces deux-là. Donc on doit combattre l'extrême droite quotidiennement et pas seulement dans les luttes. Il faut refuser cette rhétorique sexiste, raciste, LGBTI-phobe, etc. à tout instant. Il faut le faire auprès de notre famille, auprès de nos amis, auprès de nos collègues. Et il faut se battre pied à pied contre les propos xénophobes, les blagues racistes, les idées nationalistes, patriotiques, etc. Donc, combattre l'extrême droite, c'est aussi bien sûr, avoir une organisation qui milite en direction de la classe ouvrière pour ses intérêts, qui défend l'idée qu'en s'organisant entre travailleurs, quelle que soit l'origine ou la religion, etc., c'est possible d'en finir avec le capitalisme, et toutes les souffrances d'ailleurs qu'il inflige. Donc une organisation qui a pour objectif que les travailleurs retrouvent confiance en leurs forces collectives, et qui pour ça luttent et contrôlent eux-mêmes ces luttes, qu'ils décident eux-mêmes dans des comités de grève avec les syndiqués et les non-syndiqués. Et donc c'est cet avenir que la gauche doit préparer. Donc justement, Hajar va nous parler un petit peu plus de ces perspectives. Oui, face à l'impasse du réformisme, de l'union de la gauche, des différents fronts populaires, en fait, les révolutionnaires, on ne doit pas rester commentateurs de la lutte contre l'extrême droite, mais bel et bien élaborer une politique à la hauteur des enjeux. Il est nécessaire de ne pas laisser un centimètre carré d'espace à la diffusion d'idées réactionnaires dans nos entreprises et dans nos universités. Les révolutionnaires, partout où ils militent, doivent combattre les idées diffusées par l'extrême droite et se faire les meilleurs défenseurs de notre classe. Nous devons non seulement dénoncer la nature de ce qu'est l'extrême droite, un parti bourgeois profondément antisocial et qui cherche à diviser notre camp, on doit aussi tenir partout des positions claires contre l'ensemble des oppressions qu'il diffuse et relaie dans la tête des travailleurs et de la jeunesse. Partout, on doit construire l'unité de notre classe, celle des travailleurs et des travailleuses. Partout, en fait, on doit être les meilleurs défenseurs de celles et ceux qui, dans notre classe, subissent ces discours réactionnaires. Et pour cela, on doit évidemment se doter d'un matériel politique clair contre l'extrême droite et le délimiter de la gauche réformiste. Et on doit aussi se donner les moyens de faire reculer l'extrême droite par les luttes des travailleurs et de la jeunesse. En effet, dans des moments de forte lutte sociale, l'extrême droite, elle brille par son absence.
Lorsque notre classe, elle s'organise et elle se bat, ça met en sourdine l'extrême droite, comme on a pu le remarquer pendant la réforme des retraites en 2023, où le RN il se faisait d'un coup beaucoup plus silencieux. C'est avant tout quand le terrain social il est occupé par les luttes que le RN il est invisibilisé. Quand les travailleurs et les travailleuses ils luttent ensemble, quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur couleur de peau, leurs convictions religieuses, en fait ils prennent conscience de leur appartenance à une même classe sociale et de leur opposition avec le patronat, y compris français. C'est cette conscience d'appartenir à une seule et même classe que nous on veut pousser dans toutes les luttes. Et on pense que le terrain des luttes, c'est le plus à même de pousser cette conscience d'appartenir à une même classe, parce que quelle meilleure démonstration que lorsque dans une grève, un travailleur imprégné d'idées réactionnaires, il se rend compte qu'en fait, il ne pourra jamais gagner sa grève sans ses collègues femmes, qu'il ne pourra jamais gagner cette grève si les intérimaires sans papier, ils n'arrêtent pas le travail, et en fait, qu'il se retrouve à aller en assemblée générale de grévistes avec tous ces collègues-là, et qu'il est mis face à l'évidence. Pour gagner face au patronat, on n'a pas d'autre choix que de construire l'unité des travailleurs et des travailleuses. Voilà, donc c'est quelle meilleure démonstration sur le terrain des luttes de l'appartenance commune à une seule et même classe. Et en fait, c'est l'intervention de militants et de militantes luttes de classe révolutionnaires qui dénoncent la nature de classe du RN qui permet ces sauts dans la conscience. Des militants qui démontrent ce qu'est le RN, une force qui veut diviser celles et ceux qui devraient être unis et qui veut unir celles et ceux qui devraient être divisés, en fait, qui a un obstacle au progrès social. Et surtout, nous, on doit proposer une alternative qui réussit à faire ses preuves. Par exemple, lorsque des groupes violents d'extrême droite viennent dans nos universités, dans nos lieux de travail, dans nos manifs, nous devons donner à notre classe les moyens pour qu'elle se défende, et en fait pour dégager l'extrême droite. Nous, on ne pense évidemment pas que ce serait la police, le gouvernement ou les présidences d'université qui peuvent nous défendre contre cette extrême droite. On ne pense pas non plus que ce serait par des actions minoritaires de militants prêts à dégager physiquement l'extrême droite par leur propre force, comme le font certains militants qui se revendiquent de l'antifascisme. S'ils peuvent réussir à faire reculer momentanément l'extrême droite sous les coups, en fait, elles ne marquent pas une victoire politique contre eux. Une véritable victoire politique contre l'extrême droite, c'est lorsque les masses, ils expriment un rejet de l'extrême droite. Nous, c'est ça qu'on veut susciter. Une mise en mouvement de la classe ouvrière et de la jeunesse contre ces groupes lorsqu'ils viennent sur nos lieux d'intervention, d'études, de travail, etc. Maintenant, on veut se donner les moyens que ce ne soit pas une minorité de militants qui aillent seuls, point contre point, virer l'extrême droite, mais que ce soit des travailleurs, des jeunes, qui par leur nombre et par leur rejet de ces groupes fassent reculer physiquement l'extrême droite. Et pour provoquer ça, en fait, il faut des militants et des militantes révolutionnaires qui vont convaincre dans les amphis, dans les lieux de travail, du danger de l'extrême droite, de sa réelle nature et de la force de notre classe face à elle. Pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple de la fac de Nanterre en 2019. Moi, j'y militais pas encore. Lorsque la cocarte étudiante a voulu s'implanter à la fac et se présenter aux élections étudiantes. Face à ça, les camarades, ils ont convoqué un cadre unitaire avec les autres organisations qui a abouti à un tract unitaire lui aussi, à se mettre d'accord sur une réaction commune. Lorsque la cocarde viendrait, il y a un travail de propagande en fait dans les amphis et dans les TD. Nos camarades sont partis intervenir, voir les étudiants, les convaincre de ce qu'est la cocarde, de pourquoi en fait il faut s'opposer à l'implantation de groupes d'extrême droite dans les universités et convaincre que le seul moyen de les dégager, c'est la massivité des étudiants et des étudiantes. Et que lorsqu'ils reviendront, il faudrait que les étudiants sortent de cours, quittent leur amphi, leur TD, pour aller les virer par leur nombre et la démonstration de leur rejet de l'extrême droite. C'est ce que les camarades ils ont fait quand la cocarde elle est revenue, aller chercher les étudiants et les étudiantes, les appeler à quitter leur cours pour exprimer ce rejet-là. Ça a marché de manière modeste, mais réelle. C'est une 300aine d'étudiants qui sont sortis de cours et qui se sont affrontés à l'extrême droite ce jour-là. Bon, je vous passe les détails pour aller vers les conclusions. Pour les curieux du folklore nantérien, moult vidéos existent de ce jour-là. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, à la fac de Nanterre, la cocarde, en fait, elle se présente plus aux élections étudiantes et en fait, ils n'essayent plus de s'y implanter. C'est l'exemple d'une politique modeste, mais réelle, que des révolutionnaires peuvent mener contre l'extrême droite. Et c'est cette politique que nous, on oppose aussi à la politique du Front populaire, de l'Alliance électorale et des marchandages parlementaires. Celle du Front unique qui consiste en un accord pratique avec d'autres organisations, en toute indépendance électorale, pour des actions de masse. Le Front unique, c'est marcher séparément, mais frapper ensemble. Je détaillerai pas plus ce qu'est historiquement le Front unique. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller au topo de demain sur les révolutionnaires et l'unité d'action, qui revient sur ce qu'est la politique du Front unique. Et pour aller vers les conclusions, ces exemples, en fait, ils nous permettent de matérialiser ce que c'est une véritable politique lutte de classe révolutionnaire contre l'extrême droite. Et nous, c'est dans cet objectif qu'on milite au NPA Jeunes Révolutionnaires, pour construire un parti de militants et de militantes capables de saisir de ces questions à bras-le-corps, capables de proposer des politiques aussi bien pour faire reculer l'extrême droite aujourd'hui que pour renverser le capitalisme. Et c'est pour ça que nous, on cherche à convaincre de nos idées, à recruter des militants, des militantes, à faire progresser au quotidien le niveau de conscience de notre classe sur toutes les questions. L'extrême droite, les licenciements, les coupes budgétaires, la Palestine. En fait, on a envie de convaincre que c'est la classe ouvrière qui, elle seule, est capable de renverser le capitalisme et de bâtir une société libérée de l'exploitation et de toutes les oppressions. Voilà,
C'est tout pour l'introduction. L'idée, c'est d'ouvrir un débat, un temps de discussion on a jusqu'à je sais plus quelle heure.